le compte Union des anciens étudiants, qui est le compte actif pour le moment, afin qu'il reste en permanence comme compte prioritaire dans votre visibilité sur votre ordinateur. Alors, oui, et je précise encore une chose, c'est que cette rencontre sera visionnable sur notre site internet dans les prochains jours. Alors, Emma Deluich et Estelle Didi, bonsoir. Bonsoir. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous présenter brièvement. Donc, Estelle Didi, tu es avocate au barreau de Bruxelles depuis 2014 et tu es spécialisée en droit des étrangers et en droit social. Tu es diplômée en droit public de l'Université libre de Bruxelles, notre alma mater, en 2013. Tu es par ailleurs une des pionnières parmi les étudiantes du master interuniversitaire en études du genre. Et tu es membre et administratrice de l'ASBL Femen Law, dont on parlera dans quelques instants et qui est à l'initiative du Code des droits des femmes. Emma Deluich, bonsoir aussi, avocate au barreau de Bruxelles depuis 2006, spécialisée en droit familial et en protection judiciaire, diplômée en droit de l'ULB en 2006 également. Durant tes études, tu as été très active au sein du Cercle de droit, dont tu seras la première femme présidente de baptême en 2005. Comme à attendre un certain temps pour la féminisation de certaines fonctions dans le folklore également. Et donc, peu après tes études, tu as poursuivi ton engagement au sein de ton alma mater et particulièrement dans la communauté des anciennes et des anciens, en t'investissant dans l'association des diplômés en droit et criminologie de l'ULB, donc la DBR, et ensuite aussi au sein de l'Union des anciens étudiants, dont tu as par ailleurs été vice-présidente pendant plusieurs années. Avec toi, notamment. Exactement, nous avons partagé cette fonction du temps de la présidence de Lady Kakelbergs. Et tu es également administratrice et membre de Femen Law, dont tu assures pour l'instant la coprésidence. Alors, on en vient évidemment à Femen Law, donc, qui est à l'initiative du Code des droits des femmes, avant d'aborder la question du Code proprement dit et de ses enjeux. Finalement, Femen Law, c'est une ASBL qui est assez jeune, ça fait 6 ans quand même déjà maintenant, donc 2015. Et finalement, est-ce que vous pourriez, toutes les deux, nous présenter en quelques mots le point de départ de cette association, ce qui a motivé sa création, et puis, du coup, les objectifs qu'elle se fixe. Je commence ? Vas-y. Alors, Femen Law, au départ, c'était plutôt un collectif avant d'être une ASBL, puisque c'est, on va dire, un groupement, au départ, en tous les cas, d'avocates à l'initiative d'Oriana Simone, qui est aussi une ancienne de notre alma mater. Oriana qui a fédéré effectivement autour d'elle des connaissances avocates qui se rendaient compte qu'il y avait certains problèmes de sexisme au départ au sein de la profession même, qui a rencontré les membres, on va dire, initiatrices de Femen Law, donc autour de l'année 2015. Des premières réunions ont eu lieu, puis le collectif est né. Le collectif s'est ouvert à d'autres personnes que des avocates, donc des académiques, des filles qui travaillaient dans des études notariales. J'ai peur d'oublier des spécificités, mais on n'est pas resté dans le strict domaine du barreau et ni du barreau de Bruxelles. À l'heure actuelle, on est d'ailleurs plus ouverte vers Liège et vers des barreaux en province et des filles qui exercent leurs activités professionnelles en dehors de la capitale. On s'est constitué en ASBL, sauf erreur, en 2017, je pense, ou peut-être déjà 2016, je n'ai pas les dates exactes en tête, mais donc au départ d'un collectif qui se réunissait sur base des constats voilà, un peu d'inégalité au sein du barreau lui-même, ça s'est plus ouvert sur des questions vraiment d'inégalité de genre au sein du barreau, mais aussi et surtout au sein de l'application du droit en tant que tel. Je pense qu'en se rencontrant au départ sur base de constats problématiques, on a vraiment ouvert le champ à toute une série de prises de conscience de ce que le droit pouvait être aussi vecteur d'inégalité. Et puis, voilà, au fil des rencontres, on s'est organisé, on s'est constitué en ASBL. Et puis, au départ, moi, je ne faisais pas partie d'ailleurs du collectif de base, Estelle, oui. Je pense qu'elles étaient 7 ou 8 au départ. À l'heure actuelle, je crois qu'on est 59. Il me semble, 58 ou 59. On a dû s'adapter évidemment au nombre de membres. Ça a été pas mal de travail du point de vue fonctionnement, etc. Mais aujourd'hui, on est effectivement à peu près une grosse cinquantaine de membres en tous les cas, à essayer d'œuvrer effectivement à plus d'égalité avec les outils du féminisme dont on dispose. Alors, pour qu'on soit clair,
qui peut être membre de Femenlo aujourd'hui? C'est exclusivement des femmes, exclusivement des juristes, ou c'est ouvert à d'autres personnes? Aujourd'hui, Femenlo est constitué uniquement de juristes femmes. La question est en débat au sein de l'association d'ouvrir à des personnes qui ne sont pas juristes. Et c'est en cours de réflexion, on y arrive petit à petit. Les conditions pour rentrer dans Femenlo, c'est d'avoir à l'heure actuelle une formation en droit et une expérience juridique féministe. Et donc, on est en train de réfléchir à ouvrir et à remplacer le « et » par un « ou » pour voir si ce serait possible d'accueillir parmi nos membres des personnes qui ne sont pas juristes, mais des femmes qui ont une expérience du caractère patriarcal du droit, mais par leur vécu et pas par leur formation uniquement. Et pour compléter ce que disait Emma tout à l'heure, la première conférence qu'on a faite était à l'Université des femmes et c'était sur le traitement judiciaire des violences faites aux femmes, donc comment la justice s'empare de la question des violences. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est constitué en ASBL pour bénéficier d'un subside. Jusqu'à ce moment-là, on était effectivement un collectif complètement informel. Et pour compléter aussi, c'était effectivement que des avocates au départ, et c'était très anodin, je veux dire, en tout cas pour ma part, comme rencontre de Oriana Simone, qui était avocate à ce moment-là, à la sortie d'une audience, sur une interpellation de sa part sur les inégalités de genre en général et au sein du barreau en particulier. Et moi, pas du tout réceptive à ce qu'elle me disait. Donc, j'étais avocate déjà à l'époque en droit des étrangers, en droit social, sans du tout avoir ces lunettes genre, comme on dit, et sans être sensibilisée du tout. Et donc, ce sont ces rencontres-là informelles de quelques avocates qui ne se connaissaient pas entre elles, qui avaient pour seul lien Oriana, qui a permis après la création de Femenlo. Et pour répondre à ta question sur les missions, et Emma, tu me complètes, mais en tout cas, on s'est fixé comme objectif de construire un monde sans violence, dont le sens est construit collectivement. Et alors, ça paraît anodin, cette phrase, et on a mis vraiment plus d'une journée à la rédiger, donc on a bien réfléchi chaque mot. Et donc, c'est ça, en fait, l'objet social de l'association. Alors, en tout cas, le but plutôt de l'association, c'est de construire un monde sans violence. Ce qui est un objectif, un très bel objectif, effectivement. Reste évidemment à définir ce qu'on entendra par violence. Mais du coup, ici, Estelle, tu as partagé un petit peu l'origine, finalement, de ta prise de conscience qui est liée à des rencontres. Emma, est-ce que toi, ta prise de conscience à titre individuel de ces questions d'inégalité de genre ou de rapport patriarcal au droit est aussi liée à ces rencontres, ou c'est un constat que tu as pu faire par ailleurs? Alors, je dirais qu'elle est aussi liée effectivement à ma discussion avec Oriana, toujours elle, hein, avec qui j'ai fait mes études par ailleurs. Donc je pense qu'on était dans la même année en droit, mais on ne se connaissait pas spécialement bien. Moi, j'ai commencé le barreau en 2006 sans avoir la moindre conscience de ces questions, mais vraiment sans la moindre. Je pense que j'ai l'impression d'être passée à côté d'un pan d'avoir vraiment été ouverte à ces questions par une discussion effectivement avec Oriana, mais aussi quand même en me rendant compte dans la pratique vraiment de mon métier, qu'il y avait des choses qui posaient problème très concrètement, et parfois même dans des visions qu'avaient certains juges de certains dossiers, dans des conseils qu'on pouvait recevoir, etc. Moi, je l'ai dit dans ma présentation sur le site de Femenlo, qu'est-ce qui a vraiment été qu'est-ce qui a enclenché vraiment ma prise de conscience du problème d'inégalité de genre. C'est une audience en 2012, et je m'en souviens vraiment parfaitement, je connais encore parfaitement le dossier. Je me retrouve devant un juge de paix à Anderlecht, et ça ne me permet pas d'identifier le juge en question parce que c'était un juge qui tournait pas mal dans des justices de paix, qui exerce encore. J'étais devant lui pour un dossier en séparation à l'époque où c'était encore les juges de paix qui traitaient de ce genre de questions. C'est plus le cas maintenant. Ma cliente était une femme qui vivait un contexte de violence conjugale, qui voulait se séparer de son conjoint, de son époux à ce moment-là. Il y avait 2 jeunes enfants dans le ménage. Et on se retrouve devant le juge de paix à discuter des conditions de la séparation, et le juge de paix interpelle ma cliente en lui disant « Mais madame, est-ce que vous avez caressé monsieur dans le sens du poil? Et vous, monsieur, est-ce que vous offriez suffisamment des fleurs à madame ?» Et pour moi, ça a été d'une violence inouïe d'entendre ça et de me dire, on était en 2012 à l'époque, il y avait un juge qui représentait pour ma cliente, pour la partie adverse, pour moi-même, qui représentait quand même l'incarnation du droit, qui trouvait opportun de faire ce genre de réflexion
au parti et qui, par ailleurs, a empêché la séparation à ce moment-là, qui a dit, écoutez, je vais mettre l'affaire en continuation dans 3 mois, essayez de voir si d'ici là, vous trouvez des solutions. Et j'ai trouvé que c'était effectivement absolument anormal. Et je pense que c'est vraiment ce moment-là qui m'a permis de prendre conscience du problème, de l'ampleur du problème, de son caractère structurel. Et puis, je n'ai plus vu mes dossiers de la même manière. Et j'ai chaque fois, du coup, été confrontée à des problématiques où je me disais, je ne l'ai peut-être pas vu avant, maintenant je ne vois plus que ça. Et donc, ça a été effectivement, je pense, ce qui a permis l'évolution de ma prise de conscience, en tout cas, de ce que le droit n'est pas nécessairement vecteur d'égalité. Alors, effectivement, on sent bien dans cet exemple-là nécessaire profondément la question de l'égalité, précisément quand on a aussi longtemps. Mais ça nous permet évidemment de rentrer dans le vif du sujet. Dans un pays comme le nôtre où la Constitution finalement garantit l'égalité entre tous les citoyens et donc avec les citoyennes, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un code spécifique du droit des femmes? Est-ce que c'est exclusivement dans l'application du droit qu'il y a un problème avec des juges du type de l'exemple que tu cites, ou bien est-ce que c'est un problème qui est beaucoup plus structurel, même dans l'élaboration du droit? C'est dans l'élaboration du droit, c'est structurel. C'est pas uniquement dans son application, même s'il y a plein d'exemples qui montrent que c'est plutôt l'application du droit, mais c'est en fait même dans l'élaboration des lois et des différents règlements et décrets, tout ce que tu veux. C'est que les personnes qui font les textes juridiques, les personnes qui sont dans nos parlements, ne pensent pas que ce sont aussi des femmes qui sont sujets de droit. Et il y a plein d'exemples assez concrets et simples, et j'imagine qu'on y viendra, mais de l'absence dans la loi, dans les textes même, de la différence de genre qui existe et qui doit être. Le droit doit s'adapter en fait à ces différences et permettre une vraie égalité. Et ça, c'est pas uniquement dans l'application qu'en font les juges. C'est pas les juges qui ont un caractère patriarcal. Le problème ne vient pas d'eux, quoi. Le problème, il est déjà en amont dans les textes mêmes. Et c'est dans les textes européens aussi. Et c'est ce qu'on montre un peu dans le code, c'est qu'il y a plein de niveaux différents, à l'international, à l'Europe, en Belgique. Et ces problèmes, on les épingle à tous les niveaux, quoi. Alors, il y a peut-être deux questions qui me viennent ici. La première, est-ce que c'est lié au fait qu'on conçoit mal la notion d'égalité dans le droit, ou bien est-ce que c'est vraiment une absence fondamentale de prise en compte de la différence? Je pense que c'est les deux. Je pense qu'avec le temps et surtout le mouvement MeToo en 2018 et le fait que voilà, les choses s'améliorent, et ça c'est quand même quelque chose qui est assez chouette en féminisme, c'est que ça va vers un mieux, au contraire de par exemple en droit des étrangers, mais soit. Donc ça c'est quand même assez positif, et donc la notion d'égalité évolue et les gens sont de plus en plus conscients de ce que c'est, mais je crois qu'il y a une mauvaise prise en compte par le législateur de la différence qui existe structurellement, des inégalités qui existent dans la société entre les hommes et les femmes, et qui donc ne prend pas des textes légaux adaptés à ces différences. Est-ce que, on parle ici de manière très théorique, mais est-ce qu'il y a des champs du droit qui sont exemplatifs de manière très frappante de ces inégalités en particulier? Je crois qu'ils le sont tous, en réalité. Je pense que nous, ce qu'on peut peut-être apporter, c'est la lumière qui émane de notre pratique, parce que fatalement, je pense que le code démontre assez bien qu'en fait, il n'y a aucun secteur qui est épargné. Même quand on parle de droit fiscal, la fiscalité, elle crée des inégalités très évidentes entre les hommes et les femmes. Maintenant, dans ma pratique, c'est le droit familial. Il y a toute une série de lois qui, au fil des décennies, des années, ont été promulguées dans une optique d'égalité et qui, pourtant, quand elles sont appliquées, arrivent juste au résultat inverse. Un exemple et que je donnais dans le cadre de la conférence sur le code qui a eu lieu il y a presque 1 an maintenant, la réforme du droit du divorce qui date de 2007, donc ça remonte quand même un petit peu maintenant. Moi, je commençais ma pratique à ce moment-là. On a vraiment présenté la réforme du divorce comme étant une réforme progressiste qui allait justement, on allait ôter, on allait enlever du divorce toutes ces questions de faute, les questions d'adultère, etc. On allait coller à une réalité sociétale qui était toute différente de celle qui justifiait le divorce pour faute, ce qui existait auparavant. Mais force est de constater dans la pratique qu'en fait, il y a toute une série de conséquences qui n'avaient pas spécialement été prises en considération par le législateur et qui créent des situations vraiment problématiques. Un simple exemple, le fait d'accélérer la procédure de divorce, de faire en sorte qu'en fait, le simple écoulement du temps suffit à fonder le divorce et à faire en sorte qu'il soit prononcé.
a deux conséquences pour moi qui sont éminemment problématiques. La première, c'est que ça réduit d'autant la protection du conjoint économiquement faible, et ne nous voilons pas la face, c'est principalement les femmes. Plus le divorce va vite, moins le devoir de secours pendant le divorce, donc qui permet à l'époux économiquement faible de garder un train de vie qu'on appelle équivalent, qui n'est pas toujours le cas, mais enfin qui permet, par exemple, aux femmes qui se sont occupées auparavant de l'éducation des enfants, qui étaient à la maison, etc., mais permet pendant toute la durée de la procédure en divorce d'être protégées par rapport à ça, de percevoir de la part de leur conjoint un revenu qui peut être équivalent en fait à la moitié des revenus du conjoint. Cette période-là, puisque le divorce va beaucoup plus vite, cette protection-là est beaucoup moins longue dans le temps. Deuxième chose, ça invisibilise de facto les violences conjugales, puisque le simple écoulement du temps permet le prononcement du divorce. Du coup, on ne va pas aller chercher les causes du divorce. Alors, ça peut être une bonne chose quand effectivement on est sorti de tout ce côté huissier de justice qui débarque à 5 heures du matin, aller voir si les draps sont chauds, etc. C'était effectivement quelque chose qui ne collait plus trop aux réalités sociétales. Par contre, les violences conjugales, il faut qu'on les visibilise, il faut qu'on ait des chiffres par rapport à ça, il faut qu'on, ne fût-ce que pour la victime, qu'on rende ça clair, qu'on le visibilise, quoi. Or, le fait d'acter le divorce sur l'écoulement du temps, eh bien, on n'en parle plus, et les juges et les avocats ont tendance à évacuer ces questions en disant de toute façon, ils sont séparés depuis 6 mois, donc prononçons, on ne va pas s'embêter sur ces questions-là. Mais c'est en fait extrêmement violent pour les victimes. Et donc, c'est des conséquences qui sont issues de lois qu'on présentait comme progressistes, mais qui, dans les faits, créent de nouveau des situations qui sont problématiques. Oui, alors effectivement, c'est assez éloquent. Et, et on a suffisamment d'études sur la question des inégalités économiques, en tout cas pour pouvoir affirmer effectivement que l'époux économiquement faible, c'est souvent les femmes, et que du coup, ça empêche ces statistiques-là d'apparaître réellement. Donc, et Estelle Lydie, dans d'autres domaines que le droit familial, j'imagine qu'on retrouve, du coup, puisqu'on le retrouve partout, mais dans votre domaine d'expertise, le droit social, le droit des étrangers. Ouais. Je vais donner un exemple dans chaque matière. Je vais commencer par le droit social. Donc moi, je fais surtout du CPS. Donc le droit au revenu d'intégration sociale, notamment, est conditionné par une loi de 2002 à 5 critères qui doivent être remplis par la personne qui souhaite bénéficier du CPS. Et un des critères, c'est la disposition au travail. Donc le CPS, c'est la dernière branche de la sécurité sociale. On n'y a droit que si on a droit à rien d'autre, ni au chômage, ni à la mutualité, ni rien d'autre. Et donc si on ne perçoit pas le CPS, ça veut dire qu'on n'a pas de revenus. La disposition au travail, c'est une condition qui a l'air neutre. Et c'est pour ça que je disais, le législateur, il adopte ce genre de loi en 2002 en se disant ça s'applique à tout le monde de la même manière, c'est assez neutre. Or, les foyers monoparentaux, qui sont composés à plus de 80%, et les chiffres sont dans le code, j'ai oublié, mais de femmes, en tout cas à Bruxelles, puisque c'est les chiffres que j'avais utilisés, ne sont pas pris en compte dans cette condition. Moi, j'ai eu plusieurs dossiers de mères célibataires où le père avait disparu, qui sont seules avec des enfants et qui doivent montrer qu'elles satisfont à la condition de disposition au travail. Or, elles refusent 1 ou 2 ou 3 emplois parce que ça va être des horaires décalés, par exemple, où ça commence à 7 heures du matin, alors qui amène les enfants à l'école, ou bien c'est la nuit, et alors qui est à la maison pour qu'il y ait une présence pour les enfants. Et donc, le CPS va dire, vous ne remplissez plus la condition de disposition au travail, et donc vous n'avez plus droit au revenu d'intégration sociale. Mais il faut vous dire que ces personnes, ces femmes, à ce moment-là, on leur retire le droit au CPS, elles n'ont plus que les allocations familiales pour survivre le temps du procès. Et ce n'est pas dit que le procès soit gagné, puisque déjà, il faut parvenir à montrer au juge qu'il y a un problème dans la condition, puisqu'il y a une réalité sociétale qui n'est pas prise en compte par le législateur. Les juges ne l'entendent pas toujours de cette oreille, puisqu'en fait, c'est la loi, c'est neutre, donc voilà, il suffit de s'y conformer. Et puis après, il faut démontrer en fait pourquoi, pour chaque offre d'emploi refusée, il y avait un motif qui se justifiait. Et donc, ça devient un peu titanesque, et les audiences peuvent être remises, ce n'est pas toujours plaidé à la première audience. C'est tout un temps pendant lequel madame, elle n'a plus que les allocations familiales pour survivre. Donc, il n'est plus question de payer un loyer, il n'est plus question à peine de manger. Et donc, ça met vraiment les femmes dans une situation catastrophique, puisque ce sont surtout les femmes qui composent les foyers monoparentaux. Ça, c'est un exemple en CPS, par exemple. Il y en a d'autres. Mais... Oui, ça a un impact aussi également sur les enfants et sur la famille, évidemment. En termes de paupérisation qui sont impressionnants. Et un autre exemple en droit des étrangers. Il y en a pléthore aussi, je suppose. Je ne sais même plus quoi choisir. Mettons en termes de violence conjugale, alors pour continuer dans ce que tu disais. Une femme qui se sépare de son mari pour violence conjugale et qui avait obtenu un séjour via le regroupement familial
va perdre son séjour si elle ne démontre pas que c'était pour cause de violence conjugale. Donc, la loi prévoit qu'en cas de violence conjugale, elle peut garder son séjour, mais il faut démontrer les violences conjugales. Et on est aujourd'hui confronté à un vrai problème de cette preuve, puisque l'Office des étrangers décide si oui ou non elle prouve à suffisance la violence conjugale. Et donc, j'ai des dossiers de femmes qui ont des certificats médicaux de constatation de coups et blessures, de constatation d'avoir des bleus parce qu'elles ont été poussées dans les escaliers. J'ai des certificats de psychologues qui disent « Oui, effectivement, madame était enfermée dans son appartement, son mari a pris son passeport et elle ne pouvait plus sortir. Son mari lui interdisait d'avoir accès à des cours de français ou à aller à l'extérieur, etc. » Et donc, des femmes qui portent plainte à la police et l'Office des étrangers qui va quand même dire que ma cliente ne rapporte pas la preuve de violence conjugale. Parce que la plainte, les différentes plaintes qu'elle a faites devant la police n'ont pas été menées à terme parce que les plaintes pour violence conjugale sont classées sans suite dans la plupart des cas. Et comme on n'arrive pas au procès pénal, ce qui est le cas, mais dans l'énorme majorité des plaintes pour violence conjugale, l'Office des étrangers s'en saisit en disant vous ne prouvez pas à suffisance la violence, et donc je vous retire le séjour. Et donc c'est des femmes qui se retrouvent en séjour illégal, alors que victimes de violences conjugales, ces femmes sont souvent hébergées dans certaines circonstances, elles sont hébergées dans des foyers pour victimes de violences conjugales, mais ça ne suffit pas. Donc on constate en plus de ça ici, au-delà de la question de comment le législateur pense la loi, que le sous-financement de la justice et finalement le retard et les délais que la justice met pour rendre ses jugements sont aussi systématiquement pénalisants pour le respect du droit des femmes. L'arriéré judiciaire, je pense, touche tout le monde. Et les juges aussi souffrent du sous-financement de la justice, puisque les chambres à 3 juges deviennent des chambres à 1 juge, et on leur retire des moyens. Parfois, ils n'ont plus de bureau, ils n'ont plus de papier. Donc, je veux dire, c'est les premières victimes, clairement, les magistrats et les magistrates. Mais évidemment, derrière, il y a les justiciables. Et comme les femmes sont plus pauvres que les hommes et plus victimes de violences que les hommes, elles sont principalement impactées, je pense. Mais donc, on parle ici il y a l'enjeu du sous-financement de la justice, puis il y a l'enjeu de comment est-ce qu'on rédige les lois et comment est-ce que le législateur fait attention à la rédaction des lois. Ma question, elle va porter ici évidemment sur quelle est la réceptivité du monde politique à ces questions-là. On sait qu'aujourd'hui, les ministres et les secrétaires d'État en charge de ces questions sont toutes des femmes. Hein. On a Sarah Shields au fédéral, Chrissy Montréal en région wallonne, Nawal Benamou à Bruxelles et Bénédicte Liénard pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce qu'il y a une réceptivité à ces questions-là, de la part, en tout cas, de l'exécutif, donc par ricochet du législatif? Je pense en tout cas plus grande qu'avant, ça c'est clair. Rien que par la SBL Femen Law, je pense qu'on a été à plusieurs reprises sollicités pour discuter de certaines questions, de certaines problématiques. On a reçu des financements aussi pour traiter certaines questions, pour travailler sur des questions problématiques. Maintenant, moi, la première chose quand même qui me saute aux yeux quand tu présentes justement ces différents portefeuilles, c'est pourquoi un tel éclatement. Enfin, c'est quand même, la question en tout cas des violences envers les femmes, je trouve que c'est quand même assez interpellant de se rendre compte à quel point elle est éclatée. Et c'est quand même souvent le cas, je ne sais plus où j'ai lu récemment, mais que quand la communautarisation de certaines matières, mais finalement, c'est des matières qu'on considère comme étant un petit peu moins importantes, un petit peu moins centrales. C'est pas les finances ou c'est pas la défense qu'on va communautariser ou qu'on va régionaliser. Et donc, finalement, je trouve que c'est quand même assez problématique qu'on se retrouve avec autant d'intervenantes pour des questions qui pourtant sont centrales. Alors, pour autant, elles ne déméritent pas du tout. Loin de moi ce constat. Mais c'est parfois un peu compliqué de se retrouver, je trouve, dans l'éclatement des compétences de ce point de vue-là. Maintenant, qu'il y ait une plus grande prise en considération de la problématique, moi, ça me paraît assez évident ces dernières années. Et je pense que toute l'émergence, étant parlé du mouvement MeToo, du mouvement MeToo Inceste maintenant, qui est en train de prendre vachement d'importance, etc., c'est évidemment des avancées qui sont extrêmement importantes et qui permettent des prises de conscience beaucoup plus importantes et qui permettent qu'on travaille sur des questions liées aux femmes, ça c'est certain. Du coup, est-ce que la visibilisation qu'ont offert ces mouvements et auxquels travaillent finalement les ministres en charge de ces questions-là, est-ce que vous avez l'impression que ça percole dans les autres ministères, puisque finalement, vous l'avez dit, ça touche tous les aspects et que donc, que ce soit la question du logement, que ce soit la question des aides sociales, que ce soit la question de la fiscalité, est-ce que vous avez l'impression que finalement, c'est quelque chose qui devient suffisamment transversal
prend aujourd'hui la question du fait qu'il faut prendre en permanence les critères environnementaux et les problématiques environnementales en compte dans les politiques. Est-ce que vous avez l'impression que la dimension des inégalités femmes-hommes est systématiquement prise en compte dans les politiques? Non. J'ai envie de dire merci vraiment aux 4 ministres que tu viens de citer. Et je pense qu'elles font un boulot assez admirable et elles sont bien entourées et elles sont très bien conseillées par des personnes qu'elles ont choisies mais qui sont vraiment très compétentes et qui viennent des milieux féministes, beaucoup d'entre elles. Mais non, c'est ça le problème, c'est que le droit, c'est transversal. Et nous, c'est un peu notre approche avec Femenlo, c'est le droit, et c'est parce qu'on est juriste, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas que le droit, il y a évidemment plein d'autres réalités sociétales. Et non, ce n'est pas pris en compte. Et un des exemples parlants, c'est que demain, on fait une action à 11h30 devant le cabinet de Sarah Schlitz, la secrétaire d'État fédérale, pour l'égalité de genre. Et c'est une question en matière d'asile. Et donc, on va aussi au cabinet du secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration, Sami Mehdi. Et en réalité, si Sarah Schlitz, elle est plutôt favorable au dialogue et où on a obtenu un entretien avec elle assez facilement, ça a été plus difficile avec le secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration. Alors que c'est une question qui concerne les femmes étrangères. Et donc, ça mêle les 2 portefeuilles, mais c'est des cabinets qui sont séparés et c'est une approche différente. Et donc, voilà. Alors, finalement, on a quand même un entretien avec Sami Mehdi, mais c'était plus difficile. Et il l'entendait moins de cette oreille. Et c'est une action d'association féministe. Mais toujours peut-être un mot, si je peux me permettre, de suggérer, parce que c'est vraiment, je trouve, une problématique qui est super parlante des difficultés auxquelles on est confronté en tant qu'avocate. Moi, je ne suis pas du droit des étrangers, mais on en a parlé dernièrement et je pense que c'est vraiment une question qui mérite que tu en dises un petit mot. J'explique. Ça fait, je vais dire, 1 an et demi que la politique en matière d'asile a changé par rapport aux jeunes filles non excisées. Quand on parle des jeunes filles non excisées, on vise surtout les fillettes africaines qui viennent surtout de la Guinée, en Belgique en tout cas, qui ont une mère qui est excisée et qui sont nées soit en Belgique, soit en Guinée, mais qui, elles, ne sont pas excisées. Et la prévalence de mutilation génitale féminine dans certaines communautés peut, pour ne pas la nommer en Guinée en tout cas, frôle les 96%. Et donc, ça fait des années en Belgique que les fillettes qui font une demande d'asile obtiennent la reconnaissance du statut de réfugié, c'est-à-dire une protection internationale. La Belgique va les protéger et donc elles vont obtenir un séjour en Belgique pour être protégées des pratiques qui ont lieu en Guinée. Pendant des années, les parents, la maman, le papa de cette petite fille obtenaient aussi la protection internationale, puisque une mineure qui obtient la protection internationale, si les parents ne sont pas aussi protégés, ça n'a pas de sens, parce que ça veut dire que les parents derrière n'ont pas de séjour et sont intimés de quitter la Belgique alors que leur fille est autorisée à rester. Et donc ça fait 1 an et demi que les instances d'asile ont décidé, donc les instances d'asile, c'est d'une part une administration qui s'appelle le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, et d'autre part derrière une juridiction administrative, donc un juge, le Conseil du contentieux des étrangers, qui ont pris le pli de refuser la reconnaissance d'une protection internationale aux parents d'une petite fille qui, elle, a cette protection internationale. Et donc, on se trouve dans une situation complètement kafkaïenne. Et l'action s'appelle Mon clitoris ou ma maman, demain, puisque la fillette est protégée, mais la mère et le père, quand il est là, reçoivent un ordre de quitter le territoire. Et donc, l'action de demain, c'est simplement pour alerter les politiques qui sont très au courant de la situation, à mon avis, mais sur cette problématique-là, de genre, puisqu'on parle de mutilation génitale féminine, et de migration, d'asile, puisqu'on parle de personnes qui sont en demande de protection internationale. Et l'action, concrètement, consiste d'ailleurs à venir devant le cabinet de la ministre avec une poussette en disant qui va s'occuper de cet enfant, parce que si elle a la reconnaissance, c'est très bien, mais si elle n'a pas les parents pour s'en occuper, on ne va pas avancer concrètement. Donc voilà, c'est de nouveau un exemple, je trouve, hyper Effectivement, parlant. De nouveau, et encore une fois, les violences faites aux femmes et en surplus une forme de violence à l'égard des enfants qui finalement sont souvent à charge de la mère dans ces cas-là. Ce qui est intéressant, ce qui est interpellant en fait, c'est que vous avez l'air de dire que le monde politique est au courant, donc il est interpellé soit par des associations féministes,
soit probablement par certains députés de l'opposition. J'imagine que quand des règlements comme ça peuvent passer, il y a une réaction de l'opposition. Et s'il n'y en a pas, ça peut être inquiétant aussi de voir que l'opposition ne fait peut-être pas assez attention à ces problématiques-là. Comment est-ce que vous voyez, donc il y a les actions telles que vous les... Oui, bien sûr. Je suis désolée, c'est simplement pour que ce soit clair, il n'y a pas de règlement. C'est une pratique. C'est vraiment une pratique. C'est bien plus pernicieux. Voilà. Effectivement. Il n'y a pas de texte qui dit maintenant on n'octroie plus aux parents. C'est vraiment des décisions individuelles de l'administration et puis des décisions judiciaires individuelles. Il n'y a aucun règlement général, si tu veux, aucun texte général qui va dire à partir de maintenant, la pratique change. Ce qui est peut-être encore plus inquiétant dans le pouvoir discrétionnaire qui est laissé à l'administration. Ouais. Et dans ce genre de cas, je ne suis pas sûre que si des associations ne s'emparent pas de la problématique en disant là, il y a un problème, on va faire un happening visuel pour que aussi bien les citoyens que les politiques se rendent compte de la problématique, je pense qu'on n'en parle pas. Parce que si personne n'en parle, et c'est évidemment, ça doit être relayé par les avocats, par les associations, etc. Parce que sinon, c'est tout à fait invisibilisé, en fait. Et comment est-ce que le monde médiatique, qui pourrait être un relais efficace pour sensibiliser l'opinion publique, relaye ça? Vous avez des contacts fréquents avec les journalistes ou... On essaie d'avoir un petit carnet à jour de journalistes alliés dont on sait qu'ils ou elles sont sensibles. Tu t'es connu comment, chérie? On essaye dans ce genre de cas, et ça a été fait d'ailleurs, j'espère que ce sera suivi des faits, mais ça a été fait, contacter effectivement au sein des différents médias des personnes qui nous semblent sensibilisées à la cause et essayer de faire en sorte qu'il y ait des journalistes présents demain et qu'on puisse visibiliser très fort cette problématique, parce que je pense que c'est que comme ça qu'on fera changer la pratique, parce qu'il ne faut même pas à nouveau légiférer sur cette question, il faut juste que l'administration et la juridiction concernée changent son fusil d'épaule par rapport à ça et se rendent compte que l'opinion publique n'accepte plus cette pratique-là. Alors, vous parlez de cette action qui a lieu demain. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous avez menées par le passé pour sensibiliser à d'autres problématiques et où vous avez ressenti les effets concrets? Médiatique Médiatique ou dans certains domaines le code, c'était une très, très belle réussite. Donc, c'était en mars l'année passée qu'on a sorti ça. Enfin, bon, le travail a été beaucoup plus long que juste en mars l'année passée. Mais ça a eu un écho, je pense, chez les politiques. D'ailleurs, certaines étaient là. Et puis, je pensais à une action qu'on a fait pour le 8 mars aussi l'année passée, tout ça avant Covid, parce que c'est un peu plus difficile de s'organiser en résistance en ces temps de pandémie, ça c'est évident. On a fait une danse devant le palais de justice l'année passée pour le 8 mars, et il me semble qu'il y avait des médias qui étaient là aussi pour dénoncer le traitement judiciaire des violences faites aux femmes en général, et puis le sexisme présent dans les différentes décisions judiciaires, et ça avait été un beau moment, en tout cas. J'avais entendu parler aussi d'une action avec distribution de croissants. Oui, c'était l'année d'avant. Oui, qui visait à faire prendre conscience de quel problème? On avait, alors visuellement, c'était assez parlant parce qu'en fait, on accueillait tant les justiciables que les avocats, les magistrats, etc., devant le tribunal de première instance. On avait un panier rempli de croissants. On avait des croissants normaux et des mini-croissants, et on proposait de façon assez spontanée aux personnes de servir. Mais quand un homme choisissait un croissant de taille normale, on lui demandait de prendre un petit, parce que c'était peut-être l'occasion de se rendre compte que finalement, c'était la part qui nous était réservée dans toute une série de domaines. Et on trouvait que visuellement, ça avait du sens. C'était sous le couvert effectivement de l'humour, mais cela étant, ça nous a permis d'enclencher pas mal de discussions sur différents thèmes avec les personnes qui étaient évidemment assez interpellées sur le moment même. Et puis on disait, mais vous savez, il y a toute une série de domaines dans lesquels finalement la part congrue, elle nous est réservée à nous en tant que femmes, et vous n'avez sans doute pas conscience du fait que vous avez la belle part. Voilà, c'était... On parle souvent aussi en termes de prise de conscience et de visibilité. Il y a toujours la question d'argent et du nerf de la guerre. Est-ce qu'au niveau de Femenlo, vous êtes subsidié, vous avez des donateurs qui vous aident à finalement produire un travail intellectuel, parce que ça nécessite quand même une certaine réflexion, et en termes de préparation de messages, j'imagine que c'est quelque chose qui prend du temps, et même chose en termes de visibilité et de visibilisation du message. Aujourd'hui, on sait que la question du financement est un élément clé. Alors, nous, en tout cas, au sein de Femenlo, on est toutes bénévoles.
on passe un certain nombre d'heures, alors ça dépend des moments, c'est en fonction aussi de nos possibilités, mais c'est essentiellement évidemment un travail bénévole. Par contre, on a effectivement obtenu des financements sous forme de subsides pour la plupart, pour des projets particuliers. Et le code en est un très bon exemple. On a obtenu effectivement un subside pour l'élaboration de ce code, puisqu'évidemment, c'était des centaines d'heures de travail. Ça a été surtout du travail de mise en forme et finalement de coordination, exactement. Et donc, pour ça, le subside nous a permis d'engager en fait une de nos membres dans un contrat de travail à raison de 6 mois, je pense. Chloé, elle a travaillé. Et ça lui a permis de mettre de côté à ce moment-là ses engagements professionnels, de se dire qu'elle travaillait exclusivement sur la coordination du code. Et à côté de ça, ça a été le travail de rédaction en tant que tel a été fait par les membres de Femen Law, mais aussi par d'autres personnes, des académiques, d'autres praticiens du droit, des associations. Ça, c'était vraiment une volonté aussi qu'on avait, c'était de réunir dans l'élaboration de ce code des associations féministes. Il y en a quand même toute une série qui ont participé à la rédaction de certains articles, à la rédaction de questions bien spécifiques qui les concernaient en tant qu'assos, et c'était vraiment une volonté aussi d'essayer de fédérer autour de ça. Et donc, voilà, le subside était évidemment essentiel. On en a obtenu d'autres pour des projets d'une moins grande envergure, mais qui n'auraient pas été possibles sans un financement à minima. Mais le code, comme tu dis, donc il y a Chloé Chloé Armel, qui a travaillé dessus grâce au subside, et puis Diane Bernard, qui a, elle, abattu un travail incroyable, titanesque, de bénévoles. Et puis, toutes les autrices et tous les auteurs ont été bénévoles. Et alors, par exemple, aujourd'hui, on a reçu un subside. Il y a quelques semaines, on a reçu un subside pour réaliser des capsules vidéo sur les droits des femmes lorsqu'elles sont confrontées à des violences. Et on a utilisé le subside pour pouvoir avoir le support technique des vidéos, puisque évidemment, ça, c'est pas trop notre domaine, même pas du tout. Donc, nous, on va fournir le contenu des vidéos juridiques bénévolement, et puis on va utiliser l'argent pour l'impression, le support technique et la traduction en fait en de différentes langues pour que ce soit aussi compris par des femmes étrangères. Du coup, j'ai une petite question par rapport à ces projets et ces questions de financement. Est-ce que dans la manière de financer une association dont les bénévoles sont toutes des femmes, est-ce que finalement le pouvoir subsidiant tient ça en compte? J'explique ma question. Je me dis, dans tout le monde bénévole militant, souvent on constate qu'il y a une majorité d'hommes dans les conseils d'administration ou dans ceux qui font du bénévolat ou qui se lancent dans du bénévolat. Et bien souvent, c'est parce que, on le sait, le bénévolat, c'est une forme de luxe. Il faut avoir le temps et il faut en général pas avoir à s'inquiéter de sa fin de mois ou d'autres problématiques familiales ou autres. Et que du coup, est-ce que finalement cet accès au bénévolat, il n'est pas le même pour les femmes que pour les hommes pour des raisons économiques, et que donc finalement, le sacrifice, ou en tout cas l'engagement que les femmes prennent de mettre leur temps à la disposition d'une cause n'est pas finalement encore plus à valoriser que pour d'autres formes de militantisme? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je dirais que si, effectivement, il y a plus d'hommes dans les conseils d'administration, en tout cas, moi, dans ma pratique en droit des étrangers et des étrangères, dans les bénévoles, je vois plus de femmes. Mais c'est moins visible. C'est peut-être moins visible, mais je ne dirais pas que les femmes font moins de bénévolat, en tout cas, de mon expérience. Pas du tout non plus. Et donc, voilà pour la réserve. Et par ailleurs, est-ce que le pouvoir subsidiant pourrait du coup visibiliser davantage ou soutenir davantage des femmes bénévoles dans une association comme celle-là? C'est toujours un peu une question de volonté politique, dans le sens, est-ce que en tant qu'exécutif, tu vas donner de l'argent à ce qui s'appelle un peu la résistance, ou en tout cas, c'est de la manière comme ça dont nous, on se voit, quoi, tu vois. Est-ce que tu subsidies ceux qui vont venir mettre le doigt là où ça fait mal? Dans l'idéal, on aimerait, nous, avoir un subside plus structurel et transversal pour... on a un local pour pouvoir engager quelqu'un à temps plein, ce serait l'idéal. Mais on n'a jamais réussi qu'à avoir des subsides évidemment ponctuels pour des projets bien précis. Et tout le travail de fond, évidemment, n'est absolument pas financé, ça c'est sûr. Mais comme bon nombre d'associations, par ailleurs, je ne pense pas que ce soit spécifique au fait qu'on soit une association de femmes. Non, effectivement, mais vu les enjeux transversaux autres, on pourrait s'attendre aussi à ce que ça apparaisse comme étant un enjeu d'éducation permanente ou de nécessité plus large que pour des projets ponctuels, puisque ça touche tous les pans de la société.
J'ai encore une petite question, mais qui cette fois-ci va peut-être toucher plus au pan du droit. Comment est-ce que le monde du droit, qui parfois a cette image un peu conservateur, a réagi finalement à l'émergence de Femen Law et d'un mouvement féministe spécifique au droit? Je me lance. Vas-y. Je pense au départ avec énormément de réserves, pour ne pas dire encore un peu moins. Je pense qu'au tout début, en tout cas, quand on parlait de féminisme au barreau, je dis le tout début, je parle de mon tout début parce que je pense qu'on n'a rien inventé. Le féminisme, c'est un mouvement quand même qui existe depuis un temps considérable. Maintenant, le féminisme au sein du barreau, en tout cas pour ce qu'on connaît, au départ, ça a vraiment été accueilli avec beaucoup de distance. On a eu quelques retours d'Oriana quand elle proposait, donc au tout début de l'association, quand elle proposait une autre formation à destination des avocats, etc., elle était plutôt accueillie par des rires bienveillants ou pas, pas toujours d'ailleurs, mais je pense qu'il y a quand même eu une bascule à un moment donné, et j'en veux pour preuve, par exemple, cette fameuse action dont on parlait, la distribution des croissants il y a 2 ans. On aurait dû, je pense, sur le moment, avoir une autorisation pour pouvoir faire cette espèce d'action. On n'avait pas vraiment demandé une autorisation en tant que telle. On avait un peu joué sur le doute au moment même, etc. On avait discuté avec la sécurité en disant oui, mais on est plus ou moins soutenu par l'OBFG, qui est devenu avocat.be depuis plus longtemps que ça, en fait. Mais bref. Et en fait, il se fait que dès le début, assez rapidement au moment de l'opération en tant que telle, l'ancien président d'avocat.be est arrivé. Et il est resté avec nous quasiment tout le temps. Et on s'est dit, là, il y a un réel changement. Il est arrivé, il a discuté avec nous, il est resté présent. Et je pense que ça a vraiment contribué à visibiliser notre action à ce moment-là, de se sentir ce moment même soutenu. Maintenant, pareil, à la conférence finalement de présentation du code, il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient présentes, et notamment des instances ordinales du barreau de Bruxelles, d'avocat.be, et on a eu plutôt des échos positifs, très sincèrement, du travail qui avait été accompli. J'ai l'impression que on est mieux perçu à l'heure actuelle, en tout cas, qu'il y a encore quelques années. Clairement. Très clairement. Pour continuer dans cette lignée plutôt barreau, et après on parlera du reste du monde juridique, mais on a été invité par avocat.be. Femen Law a été invité pour expliquer un peu quels étaient, selon nous, les obstacles à l'accès à la profession des femmes, puisqu'il y a une étude qui est parue et qui montre que les femmes en fait arrêtent le barreau beaucoup plus vite que les hommes, et qu'en fait dans les vieux avocats, c'est surtout des hommes et beaucoup moins de femmes, alors qu'on est plus nombreuses comme femmes à commencer le stage, pardon. Oui, et diplômées. Et donc ils nous ont appelés, ils nous ont dit mais quel est votre diagnostic, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et donc avec une vraie volonté de travailler avec nous. Et puis maintenant il y a l'Institut de formation judiciaire qui donne, qui oblige les magistrats à faire 2 formations, une sur les droits des femmes et une sur les violences à l'égard des femmes, sexuelles, enfin toutes sortes de violences, quoi. Et donc Femen Law a aussi été invité à participer à l'élaboration de ces formations. Et donc clairement il y a un changement. Dans le monde académique, il y a aussi un changement, mais il y a notamment des membres de Femen Law qui sont académiques et qui œuvrent à ce changement. Et il y avait des personnes qui ont participé à l'élaboration du code, qui sont académiques et qui ne sont pas membres de Femen Law et qui sont féministes dans l'âme, et qui permettent aussi de faire changer les choses. Et je pense à Anne-Emmanuelle Bourgault, évidemment. Et pour le reste du monde juridique, c'est quand même l'ARCE qui nous a publié en 2020, alors que c'est un CA composé à je ne sais pas combien de pourcents d'hommes, voilà, et qui aurait pu ne pas être ouvert à notre demande de publication chez eux. Et voilà, on est en 2020, je pense quand même que ça fait son chemin. Alors, on parle du monde académique, on va revenir un petit peu sur le campus de l'ULB, que vous avez quitté il y a un peu plus longtemps pour Emma et un peu moins longtemps pour Estelle. Emma l'a dit, visiblement, ces enjeux-là sont passés complètement à côté de sa formation. En tout cas, ça n'avait pas une place particulière. Estelle, toi, qui a fait tes études plus récemment, est-ce qu'il y avait dans le cursus une place laissée à ces enjeux-là? Non, moi pas. Mais donc moi, j'ai fini en 2014 et je pense que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des cours à option qui peuvent être pris à l'ULB, notamment de mesdames Rorive et Bribosia, et même Madame Chose, qui permettent d'avoir une approche féministe du droit. Mais c'est des cours auxquels moi, je n'ai pas du tout eu accès. Et donc, je suis sortie de l'UNIF en n'ayant absolument aucune idée de ces enjeux-là. Aucune.
Mais du coup, puisqu'on parle d'Anne Michaud, qui est devenue notre rectrice et ancienne doyenne de la faculté de droit, elle a fixé d'ailleurs dans les priorités de son mandat le fait d'accorder une importance à ces questions de genre. Elle a d'ailleurs vraiment insisté pour que son équipe rectorale soit paritaire et bon, aussi sur la question des âges, mais dans ce cas-ci aussi sur la parité femmes-hommes, ce qui n'a pas été très, très évident, puisqu'on sait que la pyramide des académiques est assez défavorable aux femmes en termes de nombre. Comme le barreau. Comme finalement beaucoup de structures, malheureusement. Et dans cette étape-ci, maintenant, quel message vous aimeriez faire passer finalement à la rectrice par rapport à ces enjeux de droit, puisque c'est quand même sa matière préférentielle? Déjà, je pense qu'on peut se réjouir du fait qu'elle soit rectrice, issue de la faculté de droit, c'est toujours un plus, avocate. Je pense qu'elle a déjà envoyé des signaux vraiment rassurants de ce point de vue-là. Je pense qu'effectivement, t'en parles, la composition de son équipe, je pense, a vraiment été faite avec soin pour montrer qu'il y avait un réel intérêt à ce que son équipe soit composée aussi bien d'hommes que de femmes, de plus jeunes, de plus âgés, etc. Et je pense que c'est déjà un pas dans la bonne direction. On en plaisantait tout à l'heure avec Estelle en disant, mais qu'est-ce qu'on pourrait effectivement attendre? Peut-être d'imposer l'écriture inclusive, ce serait un pas dans la bonne direction aussi. Quoi d'autre? De l'encourager ou de ne pas l'interdire? C'est déjà dans les chartes graphiques de l'université. C'est déjà encouragé pour un certain nombre de communications, même si ça n'a pas été imposé de manière... puisqu'il y a un débat sur cette question-là. Ça me fait penser, pour ne pas ouvrir le débat sur l'écriture inclusive, mais peut-être sur un autre débat, puisqu'on parlait de parité, et évidemment, on en arrive toujours à la question des quotas. Est-ce que cette question-là, finalement, c'est presque une question juridique ou une question de principe, on sait que les quotas, finalement, le fait d'imposer un nombre minimal, et si possible, au moins la moitié d'hommes et de femmes au niveau des sphères de pouvoir en général, est-ce qu'on en voit les effets aujourd'hui? On voit que ça a un effet bénéfique. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la posture généralement anti-quota, qui viendra dire oui, mais bon, ça doit être c'est sur les compétences, on ne va pas prendre quelqu'un en raison de son sexe, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est finalement un rapport qu'on a au droit de ne pas vouloir des mesures transitoires? Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, toutes ces mesures qui pourraient être des mesures qui visent à plus d'égalité pourraient être des mesures transitoires tant que l'égalité n'est pas atteinte, quitte à les supprimer après? Je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question. Est-ce que les mesures... Est-ce qu'à partir du moment où on aura finalement pris l'habitude que ce soit paritaire et qu'il y ait autant de femmes que d'hommes et qu'on ait pu constater finalement qu'il y a autant d'hommes compétents que de femmes compétentes ou que d'hommes incompétents que de femmes incompétentes dans les conseils d'administration, est-ce que ces quotas seront encore utiles finalement? C'est difficile de se projeter de ce point de vue-là. Moi, je pense que les quotas sont utiles, très clairement. Je pense que la posture anti-quota, elle est très masculine, très concrètement, et c'est évidemment assez logique. Je ne sais pas si dans 20 ans, ce sera quelque chose d'absolument désuet de parler de quotas parce qu'on sera arrivé à une égalité de fait. Je ne suis pas convaincue qu'on en soit à l'eau dans tous les cas. Très sincèrement, je rêve d'un monde où ce n'est pas nécessaire, en fait. Moi aussi, évidemment. Je rêve d'un monde où, de toute façon, toutes les personnes sont égales en termes de richesse, de compétences, d'accès à l'éducation, de partage des tâches ménagères. Et donc oui, je rêve d'un monde où ce ne sera pas nécessaire. Mais que donc on peut considérer que parfois il y a des décisions qui peuvent paraître inégalitaires qui permettent de renforcer cette égalité de manière au moins transitoire pour accomplir une égalité réelle, quoi. Et c'est beau de penser que c'est transitoire, c'est vrai, il faut le penser. Il faut quand même un minimum d'optimisme à un moment donné, sinon on ne fait plus grand-chose. C'est sûr. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations et vos réponses et vos réflexions sur un enjeu qui est quand même très actuel et qui le restera, je pense, malheureusement encore pendant un certain temps, mais que ça puisse servir à mettre un maximum la lumière sur ces enjeux. C'était un petit peu l'objectif aussi de cette rencontre organisée par l'Union des anciens étudiants. Merci pour l'invitation, d'ailleurs. Mais avec grand plaisir. Je vais maintenant me tourner vers les membres qui nous suivent à distance et qui ont l'occasion de poser leurs questions dans le chat et dans la conversation. Je vais accéder à cette liste-là, puisque je suppose qu'il y a un certain nombre de questions. Alors, on a une première question de Viviane Tettelbaum,
ancienne présidente du Conseil des femmes francophones, qui nous indique, parmi les violences conjugales, il y a le dit syndrome d'aliénation parentale, et Grevio pointe la Belgique en la matière. Je ne sais pas, vous pourrez expliquer ce qu'est Grevio, je l'ignore. Je pense que la gravité de la situation n'est pas forcément perçue par les juges, les maisons de justice, et il devient urgent de visibiliser ces pratiques psychosociales qui mènent à des violences institutionnelles contre les femmes, sans compter ces enfants maltraités au nom de la sacro-sainte garde partagée. Quelle modification prioritaire du code pénal préconisez-vous et comment contrer cela ? Alors, modification du code pénal, je ne vais pas me lancer dans cette question pour le moment. Tu veux que je dise que c'est le Grevio ? Ou peut-être. Comme ça, après, tu peux répondre. Je peux expliquer l'aliénation parentale, peut-être, voilà. Le Grevio, c'est l'organe de la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, c'est une convention signée à Istanbul en 2011 pour la prévention et la protection des femmes victimes de violences, enfin des victimes de violences d'ailleurs, c'est pas les femmes en particulier. Et le Grevio, c'est l'organe de cette convention qui va faire le suivi des différents États membres qui ont signé cette convention et qui va voir si effectivement la convention est bien respectée. Et donc, il y a des rapports qui sont faits sur tous les États membres. La Belgique a ratifié la convention en 2016 à l'unanimité à la Chambre. Et donc, il y a un rapport du Grevio qui est fait sur les différents articles de cette convention. Et donc, la manière dont la Belgique respecte ou non ses engagements tels que repris dans la Convention d'Istanbul. Alors, si j'ai bien compris la question de Mme Tettelbaum, donc c'est la question de le fait que le Grevio ait pointé du doigt, le fait qu'on parle encore en Belgique et devant certaines instances de ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale, qui est effectivement éminemment problématique. Et c'est drôle parce que c'est une des premières questions en fait, sur lesquelles s'est penché Femen Law et qui a donné lieu d'ailleurs à une partie de colloque en tous les cas. Ça remontait à mon avis à 2018, je pense, par là. Le syndrome d'aliénation parentale, alors je le qualifierais comme étant une fumisterie, à peu près, peu de choses près. C'est un concept. Alors, c'est pas, on parle de syndrome, mais ça n'a jamais été reconnu par aucune instance médicale quelconque. C'est pas repris dans une liste de maladies, de syndromes ou que sais-je. C'est une invention, un concept qui a été élaboré par un psychiatre américain du nom de Gardner, qui prétend, sur base d'études qu'il a menées, qu'il a autofinancées, autopubliées à peu de choses près, qui a par ailleurs menti sur ses titres académiques, mais enfin, soit on a préféré oublier toutes ces informations, qui prétend que, dans nombre de cas, lorsqu'un enfant pointe du doigt des violences subies par un de ses parents, et en général on parle du père, en réalité, il n'est que l'instrument d'une mère vengeresse. Je caricature très très fort, mais en gros, l'enfant va être instrumentalisé par la mère qui ne veut pas en fait partager l'éducation de l'enfant dans le cadre d'une séparation, qui va instrumentaliser l'enfant pour qu'il dise qu'il a subi des violences de la part de son père et donc qu'il ne faut pas que le contact soit maintenu. Alors, les études ont montré, et il y a des études qui ont été menées aussi bien en Espagne qu'au Canada, qu'aux États-Unis, qui ont montré que ce syndrome n'existe pas. Il y a peut-être effectivement une infime proportion d'enfants qui ont pu être, à un moment ou à un autre, instrumentalisés par un parent dans le cadre d'une séparation conflictuelle, mais non, il n'y a pas de manière, de mécanismes mis en place par les mères pour faire en sorte que l'hébergement ne soit pas partagé et pour mettre en cause les capacités éducatives de l'ex-conjoint et faire émerger des violences qui n'auraient pas existé. Mais néanmoins, malgré le caractère tout à fait non scientifique de ce concept, force est de constater que pendant de nombreuses années et encore parfois aujourd'hui dans les juridictions familiales, on brandit ce fameux syndrome d'aliénation parentale pour décrédibiliser la parole des enfants et des femmes. Et donc, c'est vraiment un problème. On arrive parfois, effectivement, devant une juridiction familiale avec une mère qui explique qu'il y a vraiment un contexte de violence intrafamiliale, qu'elles soient des violences physiques, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient sexuelles ou autres. L'enfant peut, dans certains cas, effectivement, être entendu. Et puis, la partie adverse va brandir ce fameux syndrome d'aliénation parentale pour décrédibiliser la parole. Et le problème, c'est que, alors, c'est moins le cas aujourd'hui, moi j'en entends moins parler, en tout cas devant les juridictions familiales, mais le problème, c'est qu'on sanctionnait la pseudo-existence de ce syndrome par
le fait qu'on coupait en fait l'hébergement du parent aliénant, donc la mère. Et donc on disait, puisqu'elle a aliéné l'enfant et qu'on en est là aujourd'hui, on va donner l'hébergement principal au père. Qui était auteur de violence. Qui en fait, dans l'écrasante majorité des cas, était auteur de violence. Et donc c'est effectivement un problème. Le SAP, clairement, en Espagne, au Canada, dans d'autres pays, il est clairement banni. Je veux dire, on ne peut même pas l'utiliser. Voilà, c'est banni, on n'en parle plus. Il a été prouvé que c'était de la fumisterie. En Belgique, on n'est pas encore tout à fait là, et je pense qu'effectivement, on est pointé du doigt de la part du Grevio sur le fait qu'on puisse encore entendre ou qu'on puisse encore lire dans des conclusions et dans des jugements le recours à ce pseudo-syndrome. Et donc, il faut effectivement, c'est dans cette optique-là d'ailleurs qu'on a fait un colloque qui traitait notamment de cette question-là. Tu parlais tout à l'heure, et je fais peut-être un petit lien par rapport à ça. Est-ce que vous êtes mieux reçu dans le milieu professionnel? Mais oui, parce on est aussi appelé pour donner des formations, et notamment en la deuxième semaine de mars qui entoure la fameuse date du 8 mars, on a 2 formations qui sont données par des membres de Femenlo dans les sections familiales, à la fois la section familiale du BAJ et je ne sais plus quelle autre instance du barreau. Mais donc, voilà, on veut nous entendre sur des questions comme celle-là, et je pense que c'est effectivement une évolution positive. Alors, effectivement, et donc ça répond à la première partie de la question du Van Tettelbaum. Elle demandait finalement par rapport à ces enfants qui sont maltraités aussi au nom de la sacro-sainte garde partagée, quelle modification du code pénal il faudrait effectuer sur ces questions-là? J'ai toujours du mal, moi, avec les modifications du code pénal. C'est des questions qui sont quand même, je trouve, très difficiles à appréhender de manière claire. La question, est-ce qu'il faut inscrire le féminicide dans le code pénal? Est-ce qu'il faut inscrire les violences conjugales? Ça me paraît évident. Le féminicide, je ne sais pas. C'est des questions qui sont en débat, en tout cas au sein de notre association. C'est difficile de déterminer si il faut nécessairement pointer du doigt dans un code ou dans un autre certaines infractions plus spécifiques. Est-ce que ça donnera lieu à une plus grande prise de conscience? Est-ce que ça donnera lieu à des peines plus sévères? Est-ce que la peine plus sévère est un outil? Est-ce que c'est la solution? Enfin, voilà, c'est des questions hyper difficiles, et j'avoue que moi, le droit pénal, par ailleurs, n'est pas du tout mon domaine d'expertise. J'ai vraiment encore des difficultés à me positionner par rapport à ce genre de questions. Je crois qu'on peut l'assumer. Au sein de Femenlo, on est maintenant une 50aine de membres, et on n'est pas tous d'accord sur les questions de criminalisation, et est-ce que l'outil pénal est vraiment utile dans une société démocratique. Par ailleurs, l'inscription du féminicide, même si ce n'est pas la question, elle est débattue en interne, et c'est pour ça qu'on ne va pas dire, il n'y a pas de position officielle de Femenlo, on a chacune nos avis qui ne sont pas ici questionnés, donc on ne les donnera pas. Mais l'association, non, on n'a pas de... Il y a une totale liberté de parole, donc on peut donner son avis, il n'y a aucun problème, et on ne considérera pas que c'est la position institutionnelle de Femenlo. Clairement. Alors moi, je trouve que oui, alors pour le féminicide, à fond, parce que je pense que c'est par le biais des lois qu'on fait changer la société, et que inscrire que dans un code, ça donne déjà un signal aux magistrates, mais aussi aux justiciables, que c'est pas simplement un meurtre entre guillemets de droit commun, que en fait le fait de tuer sa compagne ou son ex-compagne, ça a un nom spécifique et ça répond à un phénomène de société qui est spécifique. Alors est-ce que pour autant, je trouve que ça doit être puni plus? Est-ce que les gens doivent faire plus de prison, etc. Ça c'est un autre débat. Mais par contre, oui, je pense que ça, même si ce n'est que symbolique, et ça ne sera pas que symbolique, ça fait passer un message. Et le droit, je pense que ça, on est tous d'accord à Femenlo pour dire que ça change le monde, quoi, et ça change les perceptions qu'on a et les choses qu'on fait. Et donc, oui, je pense que c'est utile. Jérémy Bentham disait que le droit est le langage du pouvoir. Donc, effectivement, si le droit ne peut rien, c'est qu'il ne sert pas à grand-chose. Il y a une deuxième question ici de Michel Loyens qui demande, mais cette fois-ci, ce sera peut-être une question plus directement pour Estelle, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi travailler sur les pouvoirs de l'Office des étrangers? Si. Très clairement, oui. Et quelle serait la manière idéale de le voir travailler, du coup, cet Office des étrangers, au niveau de ses pouvoirs? Quels pouvoirs on devrait lui déléguer, finalement? Et lesquels devrait-on lui retirer? Ou lui ôter, j'allais dire. Oui. Ouais. Mais la loi de 80, qui est la loi qui règle le sort des étrangers et des étrangères en Belgique, liste un peu tous les pouvoirs de l'Office des étrangers. Là où il y a des pouvoirs, là où il y a un pouvoir trop discrétionnaire de l'administration, je pense que c'est là qu'il faut s'insinuer. Par exemple, dans la preuve des violences conjugales, quand on retire le séjour à une étrangère, j'en parlais, notamment aussi dans la manière de... Mais bon, c'est une question qui est difficile, puisque là,
je ne vais pas parler que des femmes, en fait, puisque l'Office des étrangers règle la situation de la totalité des étrangers et des étrangères. Et du coup, si je dois rester dans le féminisme, je pense que le meilleur exemple, c'est celui que j'ai donné tout à l'heure. La Convention d'Istanbul, pour revenir et faire un lien avec la question précédente, et le Grevio, mentionne une série de bonnes pratiques, par exemple pour la preuve de violence conjugale en cas quand c'est la cause d'une séparation et donc la cause de la perte d'un titre de séjour. En Belgique, l'Office des étrangers a le choix, a le pouvoir discrétionnaire d'accepter certaines manières de prouver ou non. Et je pense que c'est là-dessus que la Belgique doit se conformer à la Convention d'Istanbul et au Grevio et aux recommandations qui sont faites en la matière, et ne pas simplement utiliser le fait qu'il n'y a pas de jugement au pénal pour dire qu'il n'y a pas de violence et que du coup, il y a une perte de séjour, par exemple. Bien, merci beaucoup. C'était la dernière question pour une conférence qui était fort intéressante et qui, à mon avis, n'aura pas manqué de susciter des réflexions et qui, je l'espère, aura des effets sur le temps long, et que la prise de conscience sera la plus large possible au sein de la communauté des anciens de l'ULB et de manière large au niveau de l'institution universitaire. Et donc, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé votre expérience et vos réflexions avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup.